Bonjour citoyens, je suis Eugène Delacroix. Au XIXe siècle, j'ai été considéré comme le principal représentant du romantisme. J'ai aussi reçu de très nombreuses commandes de l'État pour décorer murs et plafonds des monuments et bâtiments publics. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qui est sans doute mon tableau le plus connu et le plus apprécié des Français de votre temps. La liberté guidant le peuple, que j'ai réalisé en 1830. Aujourd'hui, les admirateurs sont nombreux à venir le contempler au Louvre, mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent tous le réel sens de mon œuvre. Beaucoup pensent que c'est un symbole de la Révolution française de 1789. La Révolution, oui, mais pas celle de 1789, c'est celle de 1830. Je vous rappelle rapidement le contexte. Après la chute de Napoléon en 1814, les puissances étrangères vont plus ou moins imposer à la France le retour de la monarchie. C'est Louis XVIII qui devient roi de France, le frère cadet de celui qui a été décapité. On rentre alors dans la période qu'on appelle la Restauration. Après la mort de Louis XVIII qui n'a pas de descendance, c'est Charles X qui monte sur le trône. C'est un ultra-royaliste qui apprécie les vieilles traditions et n'apprécie pas les concessions faites par son prédécesseur. Le tableau de son sacre peint en 1825 par Gérard Baron-François est très évocateur. La cérémonie se déroule à Reims, symbole historique de la monarchie. Le roi est placé au-dessus de tous. Il s'appuie sur les deux piliers de l'ancien régime, l'Église et l'aristocratie. Il dispose de tous les attributs du pouvoir. Le roi impose d'emblée deux lois qui le font paraître comme protecteur de l'Église et des aristocrates. La loi du sacrilège qui punit de mort les profanateurs de l'Église en 1825 et la loi dite du milliard des émigrés qui prévoit l'indemnisation des nobles ayant fui pendant la Révolution et dont les biens avaient été confisqués. En mars 1830, la crise politique s'amplifie. Charles X dissout la Chambre des députés qui le critiquait, mais l'opposition remporte les élections législatives qui ont suivi. En juillet, le roi fait promulguer les ordonnances de Saint-Cloud dans lesquelles il dissout de nouveau l'Assemblée, met en place une réforme électorale favorable aux gros propriétaires terriens qui le soutiennent et met fin à la liberté de la presse. Les journalistes, rapidement suivis par les typographes, se mobilisent et ne tardent pas à être rejoints par les employés et les ouvriers. Résultat, une révolution éclate le 27 juillet 1830, c'est les Trois Glorieuses ou la Révolution de juillet. Les Parisiens érigent des barricades, ils prennent l'hôtel de ville et en 3 jours les émeutiers contrôlent le Louvre et les Tuileries. Les affrontements sont durs et feront 1 millier de morts. La garde nationale est confiée à Lafayette par les députés. Les partisans d'une démocratie constitutionnelle prennent l'ascendant sur les républicains. Le duc d'Orléans, qui a une image de citoyen moderne et libéral, est propulsé lieutenant général du royaume, puis il prêtera serment sur la charte révisée le 9 août pour devenir Louis-Philippe, roi des Français. Dans mon tableau, l'action forme une pyramide. L'image est structurée comme un monument avec une base solide. Cette forme permet de donner un mouvement de progression, d'avancer vers le spectateur. Cette action est lancée par une femme qui incarne la liberté, celle des idéaux de 1789. Ses cheveux au vent, sa robe déchirée et le drapeau flottant montrent toute sa détermination. Elle porte le drapeau de la Révolution dans une main et le fusil de la révolte et du combat dans l'autre. Elle est coiffée du bonnet phrygien, symbole de l'affranchissement des esclaves. Elle a une posture de statue antique idéalisée. C'est un symbole et non la représentation de la réalité. En revanche, tout autour, on est plongé dans la réalité avec les insurgés, qui sont des représentations des différentes couches sociales de mon époque. Sur la droite, j'ai placé un enfant des rues de Paris, un Poulbeau ou un Gavroche, comme l'a appelé Victor Hugo dans son œuvre Les Misérables, qui relate les mêmes événements et qu'il écrira 30 ans plus tard. La jeunesse de ce personnage place l'avenir aux côtés de la liberté. L'individu avec le fusil et le chapeau de forme à gauche représente tout à la fois un bourgeois, un intellectuel et un artisan. Plus probablement, il incarne le lettré. L'homme au sabre a la tenue des ouvriers des manufactures. Il porte aussi la cocarde blanche des monarchistes. Au sol, un paysan se redresse à la vue de la liberté. C'est le peuple, vêtu de bleu, de blanc, de rouge, qui souffre. À l'arrière-plan, on distingue un polytechnicien avec son bicorne et des grenadiers en tenue de campagne. Tous ces personnages sont verticaux et tranchent avec les corps horizontaux du premier plan. Les morts ont été dépouillés, l'enfant porte d'ailleurs armes et sacoches qu'il aura subtilisées. Au loin, dans les fumées de poudre, les tours de Notre-Dame permettent de localiser l'action à Paris. On distingue même un bataillon qui semble pris à partie par des insurgés aux fenêtres. Aujourd'hui, je sais que souvent mon œuvre n'est pas très bien comprise, mais elle est devenue plus qu'un symbole. Chacun y voit l'illustration de ses combats pour ses idéaux.